Quel type d'obligation existe-t-il? Les principaux types expliqués simplement. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir Monsieur Helge Müller. Il est le fondateur et PDG des sociétés suisses de gestion de patrimoine Genf, Genève Finvest, et il est un expert reconnu des obligations. Donc lorsqu'il s'agit d'obligations en Suisse, c'est Helge Müller la référence. Avec lui, ils sont sûrs d'avoir rencontré l'homme idéal qui peut tout expliquer, absolument tout, sur les obligations. Caputo et associés, swissbankinglawyers.com. Nous nous battons pour votre argent. Quels sont les différents types de services en ligne? Oui, vous pouvez faire la distinction entre différentes catégories. La première question du point de vue des émetteurs est qui emprunte l'argent? Car dans le cas d'une obligation, quelqu'un emprunte de l'argent et les investisseurs reçoivent en échange un taux d'intérêt fixe. Et là, on peut d'abord dire qu'il existe des obligations d'État, c'est-à-dire des titres de créance émis par des États. Et dans ce cas, c'est l'État lui-même qui emprunte de l'argent. Cela peut être soit l'État central, soit des communes individuelles, ou encore des lenders ou des cantons qui empruntent de l'argent, émettent des obligations, paient un taux d'intérêt fixe et remboursent l'argent. C'est la même chose pour les entreprises. Elles aussi empruntent de l'argent et offrent également la garantie du paiement des intérêts et du remboursement. La différence réside donc ici du côté de l'émetteur. Quelle garantie est-ce que j'obtiens? Dans le cas de l'État, c'est en quelque sorte la confiance que l'État remboursera l'argent. Il est en réalité très difficile de le poursuivre réellement. Dans certaines situations, on a essayé de le faire. Donc les meilleures obligations d'entreprise, là on est du côté sûr, peut-on le dire ainsi? Oui, oui, on peut. Alors je dirais que c'est dans ce sens plus tangible. Si une entreprise ne paie pas ses intérêts, alors en tant que détenteur d'obligations, je peux prendre le contrôle de l'entreprise. Et donc, là, je peux voir, l'entreprise réalise-t-elle des bénéfices? Quel est le niveau des garanties? Donc, c'est la première distinction importante. Et puis, bien sûr, chez les entreprises, il y a aussi la différence importante entre les grandes entreprises dans la catégorie investment grade ou les obligations dites à haut rendement. Ce sont des entreprises plus petites qui offrent des taux d'intérêt plus élevés. On les appelle aussi des junk bonds. On parle de junk bond parce qu'autrefois, cette catégorie ne comprenait que de grandes entreprises qui se sont soudainement retrouvées en difficulté. Un nom connu est par exemple General Motors, qui dans les années 2000, donc il y a plus de 15 ans, a rencontré de gros problèmes et a fait faillite en 2008. C'est de là que vient le nom, mais aujourd'hui, il s'agit souvent de petites entreprises. Elles n'offrent cependant pas la même sécurité qu'un grand acteur qui réalise des milliards de bénéfices. Par exemple, Berkshire Hathaway émet des obligations. Donc, une entreprise qui a 300 milliards sur son compte en banque offre évidemment une sécurité plus élevée qu'une jeune entreprise. Mais même là, il existe des offres très attractives et bien sûr, il y a aussi de petites entreprises qui présentent une solidité tout à fait respectable. Il y a aussi les obligations convertibles, n'est-ce pas? Elles sont intéressantes aussi. Convertible bonds, obligations convertibles. Les obligations convertibles sont une catégorie d'investissement vraiment passionnante. Je pense qu'il existe à peine une autre catégorie d'investissement qui réponde autant aux besoins des investisseurs privés, des investisseurs actifs, car que veulent les investisseurs privés et aussi les investisseurs en général? On veut être présent sur le marché action quand ça monte, mais on ne veut pas être là quand ça baisse. Et tout le monde souffre de la question du timing, c'est-à-dire qu'il est difficile de vendre au bon moment car il y a une volatilité des cours, donc vraiment une baisse. Avec les obligations convertibles, le fonctionnement est le suivant. Je reçois, comme pour les obligations classiques, un coupon fixe chaque année, et à l'échéance, je récupère mon capital. Les obligations convertibles ont en plus une composante supplémentaire. Je peux en plus choisir, au lieu de recevoir l'obligation, de prendre l'action, mais pas au prix de l'action à l'échéance de l'obligation convertible, mais à un prix fixé à l'avance qui a déjà été défini lors de l'émission de l'obligation. En général, lors de l'émission de l'obligation, il y a une prime de 20 à 40 %. Le point décisif, c'est que je vais donner un exemple tiré de la pratique. Cette semaine, une nouvelle obligation convertible de Fresenius est sortie. L'action se situe actuellement à un peu plus de 40 € et l'obligation
L'obligation convertible offre la possibilité de convertir à un prix légèrement inférieur à 60, donc avec une prime qui est tout de même assez élevée. Mais le point important est le suivant. Si l'entreprise se développe positivement et que l'action retrouve son ancien niveau, disons que l'action double, alors j'en profiterai et je pourrais convertir l'obligation en action à 57 € lorsque l'action serait remontée à 80, réalisant ainsi un solide gain en capital. Mais si Fresenius retombe à son ancien niveau et que les succès que l'on avait pu constater s'évanouissent à nouveau et que l'action chute à 20, alors je peux dire non, je ne prends pas l'action. Je récupère mon argent. Et c'est une possibilité formidable. Oui, cela me coûte une partie de la performance. Si j'étais sûr à 100% que l'action monterait à 80, alors je préférerais acheter l'action. Mais de cette façon, je peux quand même participer en partie, mais je ne suis pas exposé si ça baisse. C'est un excellent instrument de protection qui permet tout de même de participer. Peu d'investisseurs particuliers connaissent cet instrument. Très bien. D'accord. Quelle est la différence entre les obligations à taux fixe et les obligations à taux variable? C'est une distinction concernant la structure des obligations. Avec un coupon à taux fixe, c'est ainsi que je sais, par exemple, que je recevrai un coupon d'intérêt de 6% chaque année, indépendamment de l'évolution du niveau des taux d'intérêt, jusqu'à l'échéance. Cela me donne une sécurité de planification, mais cela a l'inconvénient que, bien sûr, si le niveau des taux d'intérêt venait soudainement à augmenter, je ne recevrais pas plus. Le cadre est fixé. C'est différent avec une obligation à taux variable. Là, je reçois une prime sur le taux d'intérêt de base, par exemple le taux de base de la BCE, c'est-à-dire le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, la BCE. Euh, il était récemment à 2,5% et ensuite, par exemple, je reçois une prime de 4%. Au départ, le taux d'intérêt est donc aussi élevé que pour une autre obligation qui offre également 6,5%, n'est-ce pas? 2,5 plus 4. La différence maintenant, c'est lorsque le niveau des taux d'intérêt change. Si maintenant le niveau des taux d'intérêt baisse, alors je reçois également moins d'intérêt, mais si le niveau des taux d'intérêt augmente, alors je reçois aussi plus d'intérêt. Je suis donc protégé dans un environnement de taux en hausse. Si les taux d'intérêt augmentent, je reçois également immédiatement plus d'intérêt et, en conséquence, j'ai moins de risque de cours en ce qui concerne l'obligation pendant la durée parce que je reçois tout de suite des intérêts plus élevés. Le cours fluctue moins pendant la durée qu'avec une obligation à coupon fixe. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'une obligation indexée sur l'inflation? Avec les obligations indexées sur l'inflation, je reçois une compensation. Un peu, disons, comme pour les obligations à taux variable, c'est en quelque sorte une prime. Mais ici, elle est liée à l'inflation. Si l'inflation augmente, je reçois également un taux d'intérêt plus élevé. Cela signifie que mes obligations sont ainsi protégées contre l'inflation et que je bénéficie également d'une couverture contre une inflation croissante. Que signifie investment grade par rapport à high yield? Oui, cela fait référence aux notations des 3 grandes agences de notation. Ce sont elles, et seulement elles, donc des entreprises privées, qui donnent une évaluation, qui définissent la qualité de crédit d'une entreprise. Et maintenant, pour la plus connue des 3, à savoir, concernant cela, AAA est la meilleure note, mais seule une poignée d'entreprises et également quelques États dans le monde possèdent cette note. Les États-Unis, par exemple, ne l'ont pas. Cela descend ensuite de AA jusqu'à triple B. Ces entreprises sont également considérées comme très solvables et en conséquence, elles reçoivent la notation Investment Grade jusqu'à triple B-. Et puis, il y a encore d'autres niveaux. Je crois qu'il y a environ 10 autres catégories de crédit en dessous. Si la note continue de baisser, alors la solvabilité est moins élevée et cela est alors qualifié de high yield ou de junk bond. Merci beaucoup. Quelles obligations conviennent aux débutants? Qu'est-ce qui est intéressant pour les débutants? Pour les personnes qui s'intéressent sérieusement aux obligations et qui souhaitent faire leurs premiers investissements dans ce domaine, à quoi doivent faire attention ces personnes? Eh bien, il y a tout un ensemble de points à prendre en compte. D'une certaine manière, cela présente un défi similaire à celui du marché des actions, où l'on peut également prendre en compte toute une série de critères.
Un point important est justement de regarder quel est le taux d'intérêt, quel est le rendement global. Et il y a une différence entre le taux d'intérêt, donc ce qui est versé, et le rendement que je reçois, car par rapport au prix auquel j'achète cela, elles sont en général, pas toujours, mais la plupart du temps, émises à 100 et remboursées à 100. Mais si j'achète l'obligation sur le marché secondaire, alors cela fait que tout le cadre du rendement global change. Et ici, il faut bien sûr faire attention. Lorsque j'achète des obligations qui offrent un taux d'intérêt très élevé, eh bien, le risque d'insolvabilité est, du moins selon le marché, considéré comme plus élevé. Et c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je recommanderais vraiment vivement, si l'on achète des obligations, de bien diversifier et de ne pas se fier à un seul titre. Et je recommanderais plutôt d'acheter des obligations d'entreprise que des obligations d'État afin d'avoir ainsi plus de sécurité en se basant sur la valeur de l'entreprise et en général un taux d'intérêt un peu plus élevé. Quelle est la différence entre les ETF obligataires et un portefeuille d'obligations que tu as composé pour un débutant? Donc, tout débutant pourrait se dire, oui, j'achète un ETF obligataire, comme ça je n'ai pas de problème, comme ça je suis présent partout. Ou alors, je vais voir Elge et je me fais constituer un portefeuille d'obligations sur mesure où je peux aussi combiner des actions si je le souhaite, et ainsi de suite. Mais quelle est la différence entre un ETF obligataire et un portefeuille d'obligations sur mesure que tu constitues? Elge, quelle est la différence? Alors, un ETF est un fonds qui réplique un indice et en général, comme il n'est pas géré activement mais passivement, il a des frais plus bas. Pour les ETF actions qui répliquent des indices boursiers, c'est généralement l'action avec la plus grande capitalisation boursière qui a aussi le pourcentage le plus élevé dans un ETF. Pour les obligations, ce n'est pas différent. Cela signifie que l'entreprise qui a le plus de dettes a aussi le pourcentage le plus élevé dans l'ETF. Mais nous pensons que ce n'est pas forcément toujours le meilleur critère. Donc, si l'entreprise a la plus grande capitalisation boursière, les investisseurs voient cela généralement de façon positive. C'est donc effectivement dicté par le marché. L'action a donc une grande capitalisation boursière parce que les investisseurs la considèrent justement comme particulièrement attrayante et lui accordent cette forte capitalisation. Dans le cas de l'ETF, les dettes élevées ne reflètent pas une évaluation du marché, mais simplement qui empruntent le plus d'argent. Et ce n'est pas forcément toujours le meilleur indicateur de décision, et cela fait que, de notre point de vue, de nombreux ETF n'affichent justement pas une performance aussi attrayante. Mais comme point d'entrée, c'est tout de même une option que l'on peut envisager. L'autre facteur important est le suivant. Si je possède un portefeuille individuel d'obligations, je peux exploiter un avantage central, à savoir que si je détiens une obligation individuelle, j'ai l'avantage que l'obligation arrive à échéance. Elle arrive à échéance et je récupère d'abord mon argent. Si j'ai une durée de 3 ans, alors au bout de 3 ans se pose la question cruciale. L'entreprise n'a-t-elle pas fait faillite? Est-ce que je récupère mon argent? Avec un ETF, c'est différent. Là-bas, une obligation est automatiquement remplacée par une autre. Cela continue sans cesse. C'est pourquoi je suis aussi davantage exposé aux fluctuations du marché et je n'ai pas l'avantage de l'échéance finale ni le fait de récupérer d'abord mon argent. Merci beaucoup, Elge. Donc, si vous vous intéressez aux obligations, si vous souhaitez investir dans des obligations et en savoir plus, appelez-moi. Je prendrai rendez-vous avec Elge. Nous vous rencontrerons et nous discuterons des possibilités d'investissement dans les obligations. Je pense que, particulièrement dans la situation actuelle, il y a beaucoup d'opportunités intéressantes pour investir avec succès dans les obligations. Et avec l'aide de Helge, je dois dire que j'ai moi-même constitué un portefeuille depuis déjà plusieurs années et je dois dire que j'en suis très très satisfait. Je dirais même que je suis plus satisfait que certains investisseurs qui ont opéré sur les actions. Donc, c'est lui qui gère, il gère pour moi. Il sélectionne une combinaison d'actions et d'obligations et je dois dire que j'en suis très satisfait. Si cela vous intéresse, appelez-moi ou écrivez-moi un email à contact@swiss-banking-lawyers.com. Je vous remercie pour votre temps et j'espère vous retrouver à nouveau sur ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée.
Soyez riche et restez riche.